Bonjour, chers amis auditeurs, soyez les bienvenus dans le libre journal des cultures et de l'exploration de ce mois de juin, où nous sommes très heureuses, Michel et moi, de vous retrouver, mais pour une émission qui, cette fois-ci, sera préenregistrée. Donc, nous ne pourrons lire en direct vos messages, mais comme vous le savez, je suis toujours très sensible à vos réactions et je n'hésite pas non plus à les transmettre à nos invités. Je vous propose d'aller explorer le vieux sud américain des années 50 à travers la vie et l'œuvre de Flannery O'Connor, auteur encore mal connu en France, que j'aimerais vous faire découvrir pour son originalité et sa profondeur. Elle fut romancière et nouvelliste, catholique dans un sud protestant, et elle a laissé une œuvre dense et brève et demeure une voix importante de la littérature américaine. Et comme cette année est l'année de l'anniversaire du centenaire de sa naissance, j'ai invité Cécilia Duterre, qui lui a consacré une biographie littéraire très belle, très inspirante, intitulée Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacés. Elle nous expliquera pourquoi. Publiée aux éditions du Cerf, alors en 2017. Je ne sais pas si on voit bien le livre. Oui, on le voit là. Cécilia Duterre, bonjour. Bonjour Je suis Pascal. très heureuse de vous recevoir de nouveau dans cette émission. Moi aussi, Soyez très la heureuse d'être bienvenue. ici avec vous dans cette belle émission. Alors, petite précision avant de commencer. Donc, j'ai dit que c'est une édition qui datait de 2017. Est-ce qu'il y a eu une réédition? Est-ce qu'on peut se le procurer facilement? Absolument, il y a eu une réédition cette année justement pour le centenaire de la naissance de Flannery O'Connor, qui donc est né en 1925. Alors, pour vous présenter, vous êtes romancière et essayiste. Vous êtes auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont 2 ont été récompensés par un prix littéraire. Vous avez écrit de nombreux romans. Le dernier en date, L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine, chez Talendier en 2021. Vous êtes aussi l'auteur d'essais spirituels, tels Est-il Soum, Une voix dans la nuit, donc chez Talendier. Est-il Soum, donc... Chez Robert Laffont. Ah, chez Robert Laffont, excusez-moi. On précise. Est-il Soum, donc vous êtes une spécialiste et vous êtes également la présidente de l'association qui porte son nom. Vous êtes aussi critique littéraire, membre de prix littéraires. Et ce n'est pas tout, vous écrivez également des chroniques dans l'hebdomadaire La Vie. Donc on voit quand même une femme chez vous pour qui l'écriture est quelque chose de viscéral et de vital. Et d'ailleurs, on peut dire que votre écriture révèle une ligne littéraire marquée en spiritualité. Et puis, si on regarde votre œuvre, on perçoit votre intérêt pour les figures de femmes emblématiques, vos sœurs, en tout cas spirituelles, en esprit. Il y en a plusieurs en effet. Alors, avec ce livre, dont je répète le titre, Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacés, vous nous faites entendre la voix d'un auteur qui disait crier pour que les sourds entendent, et vous jetez une lumière inédite sur cette femme qui aura lutté sans faiblir contre la maladie. Ce combat quotidien et sa foi sans faille lui feront écrire des romans et des nouvelles dont les titres en disent long sur l'existence. Les braves gens ne courent pas les rues, la sagesse dans le sang, pour ne citer que. Voilà. Mais la grâce et le rire sont toujours là, sont toujours nécessaires, mystérieux. Et ce sont eux qui donnent au texte de Flannery leur singularité, une grandeur qui la place à la hauteur d'un Dostoïevski ou d'un Berdanos. Alors, chers auditeurs, chère Cécilia, je vous propose de plonger, de nous immerger dans ce vieux sud américain des années 50, à la découverte donc de cette femme, ce portrait très attachant d'ailleurs que vous nous en faites, une femme dont l'existence, a priori, extérieurement, est très plate. Il ne se passe pas grand-chose, et on va voir pourquoi, mais dans la vie littéraire, la vie intérieure fut très dense, originale, et qui, comme je le disais, a vraiment marqué la littérature américaine de son époque. Cécilia, je voulais vous demander pourquoi avoir consacré un ouvrage à Flannery O'Connor. Comment l'avez-vous découverte? J'ai découverte assez jeune, à l'âge de 16 ans. C'est mon père qui me l'a fait découvrir par le biais des nouvelles d'abord, pas les romans, qui sont plus simples à lire que les romans. Et je suis tombée vraiment en amour avec cet auteur. J'ai peut-être pas tout compris parce que c'est une littérature assez exigeante qui peut être bien sûr lue à plein de degrés différents. Donc mais j'ai compris qu'il y avait un mystère justement et aussi un sens, un sens du mystère, un sens du sacré et une écriture évidemment aussi très réjouissante parce que c'est plein
c'est aussi plein d'humour, c'est une écriture très particulière et vraiment une atmosphère très particulière dans laquelle je suis rentrée facilement. Et puis voilà, plus tard, j'ai découvert qu'elle était... Alors, elle est très connue aux États-Unis, c'est une écrivaine majeure, vraiment dans la lignée des écrivains du Vieux Sud, donc dans la lignée de Faulkner, etc. Mais c'est vrai qu'en France, alors elle est traduite en français, toute l'œuvre est traduite, y compris même les conférences et la correspondance, donc c'est un gros corpus quand même. Bonne traduction. Excellente traduction, donc on peut le trouver effectivement en quarto chez Gallimard. Mais c'est vrai elle est connue quand même en France, hein, mais c'est encore une littérature de chapelle. Et le terme est bien choisi parce que c'est par ailleurs aussi une écrivaine catholique, revendiquée comme telle et qui avait, et c'est ça qui m'intéresse aussi, et c'est ça qui m'a intéressée dans cette biographie, c'est de parler de la mission qu'elle s'était donnée en fait, d'être écrivain croyant. Et c'est vrai que ça fait pour moi qui suis aussi écrivain croyant toute la différence en fait, parce que l'approche de la littérature n'est pas la même et du monde. Bien sûr. Bien sûr. Alors, pourquoi vous parlez pour qualifier votre livre d'une biographie littéraire? Oui, en fait, c'est une biographie parce qu'effectivement, je reviens vraiment sur les traces de Flannery O'Connor de l'enfance jusqu'à la mort et aussi sur l'œuvre, hein, que j'essaye j'essaie aussi d'être un peu une passeuse pour justement que le public ait envie de la découvrir. Et puis, j'y mets aussi de moi parce que c'est pas une biographie non plus universitaire. Je suis auteure, je suis romancière, donc je dis aussi en quoi ça peut entrer aussi en résonance et en quoi elle est un guide en fait pour moi qui suis écrivain, je suis auteur d'une vingtaine d'ouvrages, j'espère continuer dans cette... Je le souhaite aussi pour nos lecteurs. Mais c'est vrai elle représente pour moi vraiment un guide aussi bien sur le plan stylistique que sur le plan de la composition et aussi sur le plan de la profondeur et de cette spiritualité très particulière qui affleure en fait de son œuvre, mais qui est tout sauf édifiante. Hein. Donc justement, elle a une façon de faire passer justement la grâce, les notions de grâce, de rédemption, de jugement dernier dans cette œuvre, mais sans jamais tomber dans une littérature, on va dire, qui pourrait être un peu gnangnan ou édifiante, et ce qu'elle n'est pas du tout. Vraiment loin de là. C'est une littérature, au contraire, qui ne fait pas du tout l'impasse d'un très grand réalisme, et donc d'une forme de crudité, puisque le vieux Sud des États-Unis Justement. Des années 50 est évidemment éminemment violent. Alors, dernière question sur le titre. Pourquoi ce titre, Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacés? Ça fait pas très sérieux. Vous parlez de Dieu d'abord, hein, quand même, mais voilà, Dieu et les gallinacés. Alors, elle n'était pas si sérieuse non plus, elle. C'est-à-dire qu'elle avait aussi une note d'humour très marquée dans ses nouvelles, aussi dans sa correspondance qui est parfois truculente. Donc, elle avait ce regard un peu de biais, un peu insolent qui me plaît beaucoup. Jamais méchant, mais une forme d'insolence comme ça, de regard un peu à côté. Donc, ça lui... aussi pour lui rendre hommage, mais Dieu, parce que Dieu est vraiment central dans son œuvre et dans sa vie, dans sa foi, et les gallinacés parce qu'elle était complètement dingue, hein, des poules, des paons, des canards. C'est une admiration pour ces animaux qui remonte à l'enfance. Qui tranche, hein, qui n'est pas banal. Et qui n'est pas banal du tout, et qu'elle a gardé toute sa vie, et parce qu'on aura l'occasion d'en parler, elle vivait dans une ferme à l'écart de tout, où elle était entourée notamment de poules et surtout de paons, de colonies de paons. Voilà. Et donc voilà, c'est pour aussi faire un petit clin d'œil à ces deux grandes admirations qu'étaient Dieu, bien sûr, très central, et puis façon beaucoup plus périphérique, les poules et les paons. Alors, je dois dire que votre ouvrage est vraiment très bien documenté. Vous avez une bibliographie édifiante. Vous avez fait un travail énorme d'œuvres en français, d'ouvrages en français, mais surtout essentiellement en anglais. Je pense, vous êtes la première biographe de Etty Hillesum, où il y a d'autres biographes où on a écrit sur elle en français, mais pas réalisé réellement une biographie. Alors, on a écrit sur elle en français. Il y a un ouvrage notamment de Geneviève Bruisac,
classique, hein, qui était Oui, préalable vous au la mien, citez. qui n'est pas, je pense, enfin, qui est plus aussi un portrait d'auteur, un exercice d'admiration, ce qui est aussi mon livre. Mais bon, on a deux approches évidemment différentes, hein, puisque deux sensibilités différentes. Et il y a des livres à plus universitaires justement sur cet art qu'elle avait vraiment d'écrire est très particulier. Mais non, à ma connaissance, pas de biographie, en tout cas, voilà, formelle. Euh, Par contre, il y a beaucoup de choses aux États-Unis et c'est vrai que l'essentiel de ma bibliographie, c'est des ouvrages en anglais. Donc, j'ai été sur place, en fait. C'est ça, voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire, parce que Ouais. non seulement vous avez fait un énorme travail de recherche et de lecture préalable, mais vous êtes allé sur place avec votre mari, d'ailleurs, auquel vous dédiez également le livre, parce que vous le dédiez aussi à votre père. Oui, bah, c'est vrai que c'était l'occasion d'aller. Alors, pour moi, comme pour mon mari, c'était une première fois aux États-Unis. Ouais. Et donc, on a choisi le Vieux Sud et le Vieux Sud qui n'est pas forcément le Vieux Sud touristique en plus, parce que voilà, ça se passe C'est pas banal, ça non plus. Oui, c'est pas banal. Mais Mm. effectivement, il y a beaucoup de livres sur Flannery O'Connor et il y a un Mm. département entier, même de l'université de Milledgeville, là où elle a vécu l'essentiel de son âge adulte, on va dire, qui lui est consacré. Donc, il y a quand même de la documentation, voilà. Alors, je vous propose maintenant de voir les différentes étapes de sa vie, parce que finalement, une œuvre s'inscrit dans un parcours de vie. Elle est née, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, elle est née le 25 mars 1925. Où ça et quels sont ses parents? Alors, elle est née à Savannah, une très jolie ville alors qu'on peut visiter. On peut visiter d'ailleurs sa maison d'enfance, euh, entourée donc de deux parents, Regina et Edward, qui sont des Irlandais. D'une grande lignée catholique, cette lignée ayant fui l'Irlande parce que fuyant la répression anglicane en fait, et donc ils se retrouvent tous aux États-Unis. Ils sont catholiques pratiquants, extrêmement voilà, investis, elle est enfant unique. Donc, elle vit dans cette maison avec une mère qui est ce qu'on est à l'époque, c'est une mère au foyer, une femme de principe assez rigide. Et son père est quelqu'un de plus fantasque, hein, qui d'ailleurs aurait voulu écrire, qui est en fait agent immobilier, entre autres, parce qu'il a fait plein d'autres métiers, qui a aussi fait la guerre, hein, qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale sur le sol européen, et donc qui est un vétéran, mais qui est plus fantasque et qui comprend mieux cet enfant, qui elle-même est très fantasque, je pense assez surdouée, et qui a un regard déjà très mordant sur la vie, qui regarde, en fait, elle vit dans un monde d'adultes, en fait. Voilà, elle a des saillies, elle sort des choses de temps en temps qui sont assez étonnantes, sa mère reste un peu couate devant Oui, cet enfant. on sent que sa mère, d'ailleurs, aura toujours un petit problème pour la comprendre, en tout cas comprendre son écriture. Voilà, ce malentendu qui est Ouais. assez larvé, hein, parce Oui. que tout est assez larvé, il n'y a pas de conflit majeur, mais on sent que il y a des frottements, en tout cas des petites tensions, va perdurer ensuite. Mais il y a aussi beaucoup d'amour Oui. dans cette famille. Elle est vraiment entourée d'amour. Elle est entourée d'amis aussi qui viennent la voir. Alors très triée sur le volet par Madame Mère. Et puis pas d'animaux parce que les animaux sont interdits parce qu'ils sont pourvoyeurs de maladies. Et donc, d'où les poules. Dans l'arrière-cour, il y a quand même des poules Oui. et des canards qui deviennent ses amis. Du coup, parce qu'eux ne portent pas de maladie. En tout cas, ils sont là. Ils sont utiles aussi, elles sont utiles. Et du coup, elle dessine aussi. Alors, en fait, au départ, elle dessine beaucoup. Elle les croque, ces poules. Alors, elle est complètement dingue des poules. Et ses dessins d'enfants sont des dessins de poules. Voilà, ça, c'est l'enfance de Flannery O'Connor. Et alors, dans ce vieux Sud, moi, j'aimerais bien qu'on revienne pour donner le cadre de ce vieux Grand Sud. Qu'est-ce qu'on dit, en fait, vieux Sud? Grand Sud, on peut dire les américain, deux. En deux. anglais, on dit Deep South. D'accord. Donc, Profond. Voilà, profond, ouais, ça lui ouais. va bien, puisqu'il y a une grande profondeur dans son œuvre et dans sa tête aussi, parce qu'elle est vraiment quelqu'un de très profond. Alors, pouvez-vous nous décrire, enfin, vous parlez de typicité de ce Grand Sud, quelles sont-elles? Déjà, on est dans les années 50, donc il y a toute la lutte intégrationniste. Donc ça, c'est vraiment le fond de l'œuvre, c'est vraiment
de cela qu'elle nous parle. Il y a une typicité du Vieux Sud. Alors, on ne parle plus de savannah, là, on parle vraiment du Vieux Sud, de la campagne. Il y a en fait beaucoup de frottement entre les blancs et les noirs encore, bien que, bien sûr, il n'y ait plus d'esclavage depuis longtemps, etc. Mais il y a cette lutte intégrationniste pour l'égalité des droits. Et il y a beaucoup de violence, en fait. C'est un Sud assez violent. Beaucoup de propriétaires blancs encore très étriqués et complètement confits dans leur suprématie de race. Et puis beaucoup de métayers noirs, beaucoup de misère aussi. C'est aussi Chez les Blancs aussi, hein, vous le dites. Oui, Il y a pas que aussi, chez c'est pas les que Noirs, non plus, bien voilà, sûr, parce que c'est... effectivement, Mm. c'est un Sud perdant en Mm. fait après la guerre de sécession Ouais. qu'ils ont perdue. Donc c'est les héritiers, bien sûr, la guerre de sécession, c'est 100 ans plus tôt, mais c'est les héritiers de cela. Et oui, c'est un Sud assez. Alors il y a des idiomes aussi très particuliers. Donc elle se sert de tout ça, de ce matériau du Sud, Ouais. comme elle le dit elle-même, et surtout. Très important, le Vieux Sud, c'est un Sud biblique. Ouais. On parle de la ceinture de Bible, la Bible, je ne retrouve plus le terme en anglais, C'est pas grave. peu C'est pas un importe. problème ici. Oui, peu importe. Mais c'est un Sud protestant. Et donc, elle est catholique en milieu protestant, évangélique, essentiellement évangélique, avec effectivement toute une kyrielle aussi de pasteurs un peu illuminés. C'est une foi très paroxystique en fait qu'elle a sous les yeux, qui est très lointaine de la sienne, puisque la sienne est très dogmatique, elle est très Alors calme. ça, si vous le voulez bien, on en reparlera un petit peu après. D'accord. Parce que je voudrais revenir sur ce Grand Sud. Donc là, vous nous avez vraiment campé les personnes, les gens qui y vivent, le type de relation qui pouvait y avoir. Géographiquement, ce sont des grands espaces. C'est des grands espaces, bien sûr. Beaucoup la campagne. Il y a évidemment les villes. Elle vit alors à 1000. Alors plus tard, là, on fait un saut dans le temps. Mais après être passée par Savannah et Atlanta, pas longtemps, une année, elle se retrouve, on va dire, jeune fille, à Milledgeville. Et Milledgeville, c'est vraiment un petit bourg au fin fond du Vieux Sud, au fin fond de la campagne. Alors ce Vieux Sud, et il a été illustré par un film très célèbre. Bien sûr, on parlait de guerre de sécession et c'était bien avant Flannery, mais tout de même, voilà, on a choisi d'en passer un extrait, tout simplement de la musique, donc du générique. Alors, chers auditeurs, vous aurez bien évidemment reconnu ce film, le titre du film en tout cas, Autant en emporte le vent, ce film, pardon, c'est vraiment archi célèbre et qui évoque tellement bien ce Vieux Sud. Je voudrais donc maintenant aussi que l'on parle, donc vous nous parliez de la précocité, du caractère de l'enfant Flannery O'Connor. D'abord, elle s'appelle Mary Flannery et elle changera plus tard, au moment du décès de son père, c'est ça, son nom pour Flannery et non pas Mary. Oui. Pour quelle raison ? Parce que je sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. Je pense pour tout simplement se faire un nom de plume, d'abord plus simple, et puis aussi s'affirmer en tant qu'écrivain, et voilà, et non pas simplement fille de. Alors justement, j'en profite pour faire une petite incise, mais dans votre livre, il y a des moments où on entend votre voix, toujours de façon très très simple et très très ténue, mais où on voit que c'est vous qui écrivez et c'est quelque chose de très agréable pour le lecteur. Ça nous rappelle un petit peu que vous êtes là et puis vos réactions, votre sensibilité. Et cela vous donne l'occasion aussi de parler de votre relation avec votre père qui a été très très compliquée. Et j'avoue que c'est vrai que quand elle, à la mort de son père, elle décide de changer. Mais voilà, c'est pas contre son père ni pour. Et vous, avec toutes les difficultés relationnelles que vous avez avec lui, vous dites que vous avez pris finalement, vous avez gardé votre nom de jeune fille quelque part pour lui, pour cet écrivain qui n'a jamais été et qu'il aurait toujours rêvé d'être. Et vous lui parlez d'une façon extrêmement touchante. Vraiment. Oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle, mais alors quand même, elle ne change pas son nom de famille, hein. Non, Elle c'est change vrai, que son c'est vrai, prénom. c'est vrai. Donc il y a une filiation des deux côtés. Alors son père, dans le cas, je vais parler aussi de moi, mais dans le cas de son père, c'est vrai qu'il a beaucoup poussé, il a beaucoup compris non seulement cet enfant effectivement précoce et fantasque, et un peu parce que lui-même avait l'ambition d'écrire, hein, et que il voit d'abord dans ses dessins
vraiment qu'elle a un œil en fait. Et ce qui est le plus important pour écrire, c'est d'avoir déjà un regard. Et donc elle a un regard très particulier sur la vie. Et puis ensuite, quand elle commence à écrire très tôt des petites fabulettes d'enfants, en fait, il l'encourage énormément. Il voit que elle a un talent de plume, petit talent de plume d'enfant, mais à développer. Et puis, c'est vrai que quand il meurt, elle a 16 ans. On peut dire que vraiment, il lui a donné confiance en elle. C'est quelqu'un qui a été vraiment extrêmement présent et avec un regard infiniment bienveillant et aussi de confiance sur vraiment une carrière qui était en germe, en fait. Sans doute parce que donc elle allait prolonger son rêve à lui qui n'avait pas pu écrire. Et alors le parallèle est intéressant parce que moi mon père était traducteur de films, donc il écrivait quelque part. Il a eu beaucoup de succès en tant que dialoguiste et traducteur de films, mais il voulait écrire en tant qu'écrivain. Et ça, il a jamais réussi à se faire publier. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas de talent d'ailleurs, mais en tout cas ça n'a pas abouti. Et dans mon cas, si. Et c'est vrai que mon père ne m'a pas poussée du tout, et même jusqu'à pas forcément lire mes livres. Et donc, je dis dans le livre que effectivement, c'est dommage parce que finalement, peut-être que moi aussi, j'ai eu cette envie d'écrire, peut-être pour prolonger, sans le savoir, je veux dire, de façon comme un bagage comme ça, aussi parce qu'il y avait ce rêve dans la famille. Et qu'au fond, maintenant que je suis mère moi-même, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que son enfant fasse presque mieux que nous, en fait, ou pas forcément mieux, mais en tout cas prolonge une veine qu'on a peut-être démarrée. Donc voilà, c'est une interrogation, j'en parle à la marge dans le livre, mais c'est vrai que les pères sont importants pour les filles, les mères aussi, bien sûr. En tout cas, dans le cas de Flannery O'Connor, c'est plus son père que sa mère qui l'aura aidé et poussé. Donc un premier homme, nous y reviendrons, important. Sa formation, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, elle va déménager à Midgeville et là, elle va rentrer dans une école, donc une Peabody High School, donc avec la caractéristique de proposer une pédagogie expérimentale, on va dire pour mieux comprendre type Montessori, où elle va avoir une grande autonomie finalement et qui convient dans un premier temps, qui lui convient bien à son indépendance, à son caractère. Mais plus tard, elle parlera quand même de ce laxisme. Oui, parce que c'est une école qui lui donne alors à la fois une très grande liberté, donc c'est parfait pour elle, parce que elle rentre pas dans les cadres, donc c'est parfait. Et en même temps, ça donne aussi à l'élève, l'élève travaille la matière qu'il veut. Donc le problème, c'est que elle, à l'époque, elle n'était très curieusement d'ailleurs, elle n'aimait pas lire. Donc, elle ne lit pas. Elle dessine, elle fait plein d'autres choses, mais voilà. Et plus tard, elle va rattraper toutes ces lacunes parce qu'elle va faire une université de littérature et elle arrive et elle se rend compte qu'elle a un énorme vide à combler, quoi. Et donc, elle va mettre les bouchées doubles pour récupérer tout ce qu'elle n'a pas. Et donc, elle remettra en cause, effectivement, ce cadre un peu trop libéral. Elle qui, d'ailleurs, avait encore une fois, elle était catholique et elle n'a jamais remis, par exemple, en cause, bien qu'elle était très libre, elle ne remettait absolument pas en cause le dogme, loin s'en faut, c'était au contraire un cadre dans lequel, justement, elle disait avoir une liberté de créative, ce que je comprends très bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous écrivez que, et ça j'ai trouvé ça tout à fait intéressant pour les parents, grands-parents que nous sommes, concernant l'éducation qui est quelque chose de si crucial et en souffrance aujourd'hui dans notre pays. Aux yeux de Flannery, donc plus tard, la mission prioritaire de l'école est d'asseoir chez l'élève ce savoir minimal qui doit servir de socle au jugement personnel. Absolument, c'est vraiment ce qu'on demande quand même à l'école, normalement. Et donc, elle lit quand même Edgar Poe. Alors, elle lit Edgar Poe, et puis elle lit Alice au Pays des Merveilles, qu'elle déteste, et puis c'est tout en fait. Et plus tard, quand elle va entrer à l'université féminine de Géorgie, où là elle va vraiment étudier la littérature, et elle commence à vraiment lire véritablement les grands auteurs. Et encore plus tard, quand elle va rencontrer l'atelier d'écriture dirigé par Paul Engel, donc on va peut-être en reparler. Justement, c'est là que justement il lui dit, il lui donne en fait des choses à lire qui vont venir nourrir, parce que lui il sent tout de suite qu'il y a une veine spirituelle dans ses premiers textes.
Et comme son credo, c'est de justement aller aider les jeunes auteurs à précisément développer la singularité leur singularité, eh bien, il lui donne à lire les grands auteurs catholiques, chrétiens, et donc aussi bien américains. D'abord, il lui donne à lire surtout les sudistes, parce que Oui, ça, c'est quand même, oui. elle vient de là, donc Faulkner, et puis il lui donne à lire aussi James Joyce, hein, qu'elle aurait dû connaître avec sa fibre irlandaise, Ouais. mais bon, elle les connaît pas, donc elle les lit. Et puis ensuite, elle s'attaque effectivement aux auteurs croyants. Donc, alors beaucoup les Français, Mauriac, bien sûr, Bernanos, Green. Qu'est-ce qu'elle lit encore? Elle lit Blois. Et puis elle lit aussi les Qui ne grands sont pas auteurs. des auteurs quand même faciles, on va dire. Elle ne lit pas des romans, mais elle s'intéresse tout de suite à une littérature bien particulière. Oui, exigeante Ouais. et Oui. vraiment catholique, on va dire, les auteurs dits catholiques de l'époque. Et puis, elle lit aussi Dostoïevski, Tourguenieff, Tolstoï, enfin, tous ces auteurs, d'abord qui ont un arrière-fond, dont l'arrière-fond, l'univers est extrêmement intérieur. Et puis, elle se rend compte que tous ces auteurs catholiques n'édulcorent pas le réel, pas du tout. Ils décrivent le réel qu'ils ont sous les yeux. Quand il est violent ou cru, ils le décrivent, mais c'est au sein justement de cette crudité, de ce réalisme extrême, que va surgir la grâce ou qu'il dévoile le mystère. Et c'est exactement ce qu'elle va s'employer à faire. Alors, ce Paul Engel, il la pousse, donc on le voit, et puis il transmet à ses élèves, et en l'occurrence à elle, la confiance en soi et en son travail si important, et notamment pour un écrivain. Et là, j'aimerais bien vous écouter parce que vous avez choisi de nous lire un extrait parmi cette très nombreuse correspondance, et nous en reparlerons, mais elle écrit à l'âge quand même de 23 ans, une réponse, donc une lettre à Selby, qui est un éditeur, parce qu'elle souhaite publier son premier roman, La sagesse dans le sang. Et j'aimerais bien qu'on l'écoute, Cécilia. Oui, parce que Ouais. Paul Engel, non seulement il donne confiance en elle, mais en plus, c'était quelqu'un qui vraiment combattait déjà le formatage commercial, déjà dans les Ouais. années 50. Ouais. Et donc, il dit à ses élèves, pas qu'à elle, hein, vous devez aller au bout de votre authenticité. C'est vraiment ça, être un écrivain, c'est être sincère. Mm. Et donc, par contre, c'est difficile de continuer à l'être parce qu'effectivement, déjà, les éditeurs veulent quelque chose de plus commercial, de grand public, etc. Et voilà ce qu'elle écrit donc à Selby, ouais, Selby, ce premier l'éditeur, éditeur oui, oui. qui s'intéresse à son œuvre, mais qui lui fait déjà plein de critiques en fait sur le premier jet Mm. qu'elle envoie et donc il voudrait qu'elle change plein de choses et du haut de sa grande jeunesse, et elle a encore jamais publié, c'est un très grand éditeur, hein, on va dire c'est l'équivalent de Gallimard en France. Très bien. Voilà ce qu'elle lui dit. Je crois avant de vous rencontrer, je crois nécessaire avant de vous rencontrer de vous exposer par écrit ma position à l'égard du roman et des critiques que vous lui avez adressées. Je ne peux espérer qu'une chose, que lorsque le roman sera terminé, son sens se dégage plus clairement. Mais je suis déjà en mesure de vous dire que je ne souhaite absolument pas travailler selon vos directives, comme le font les auteurs dont vous m'envoyez les noms. Il me semble que les qualités, si qualités il y a, que présente l'ouvrage sont intrinsèquement liées aux défauts que vous mentionnez. Je n'écris pas un roman conventionnel et je crois que la valeur de ce que je dis vient précisément de la singularité de mon expérience. Je ne pense pas, pour autant, que le texte manque d'objectivité, si c'est ce que signifie votre critique, et j'estime que mon rewriting, donc ma réécriture, n'a pas contribué à obscurcir le sens. Au contraire, je suis convaincue que ce travail a dégagé le sens, quel qu'il soit, de l'ouvrage. En résumé, je suis ouverte à toute critique, mais seulement si elle se situe dans le cadre de ce que je tente. Sinon, rien ne me fera changer de cap. Alors, quelle personnalité et quelle maturité. Et quel toupet. Et quel Parce que toupet. quand même, et quel culot, parce que quelque Ouais. part, et elle a raison, hein, moi je lui donne complètement raison en tant qu'auteur, parce que parfois, certains éditeurs, pas tous bien sûr, loin s'en faut, d'ailleurs elle en trouvera un qui va aller tout à fait Oui. dans son sens et qui va comprendre ce qu'elle a à donner.
Mais certains éditeurs peuvent aussi être tentés effectivement de formater déjà un jeune auteur, voyant qu'elle avait du talent, mais que ça n'allait pas forcément dans le sens. D'ailleurs, il avait raison, hein, Selby, parce que elle a été Oui. très mal comprise de son public, des critiques. C'était vraiment pas une œuvre commercialement facile à promouvoir. Mais par contre, il est passé à côté d'un très grand écrivain. Donc, il est passé à côté peut-être du succès commercial. Ça, enfin, il avait vu que c'est très compliqué, mais il est passé à côté d'une immense écrivaine. Ce qui est le cas de pas mal d'écrivains aussi, en tout cas anciennement, voire Et actuellement, certainement actuelle, bien et sûr. certainement actuels et dont on Mm. se rend compte après, voilà, Mm. l'importance. Autre étape importante, l'apparition de sa maladie, parce qu'il faut savoir donc qu'elle va être atteinte d'une maladie au nom de lupus érythémateux que son propre père aura développé. Et dont il sera mort précocement, donc quand elle avait 16 ans. Lupus érythémateux, c'est une maladie auto-immune très invalidante, très douloureuse, dont elle effectivement va avoir les premiers symptômes très jeune, et je pense qu'elle va les reconnaître. Elle est un peu dans le déni au départ, mais très vite, de toute façon, elle ne peut plus l'être parce que les symptômes Quand sont ils apparaissent, son père est déjà mort, donc son elle a père est vu déjà déjà les mort, ravages de la maladie. mais à l'époque, on ne sait pas que c'est forcément héréditaire. Et d'ailleurs, ça n'est pas forcément héréditaire, mais ça peut l'être. Ouais. On pense au contraire que ça ne l'est pas. Ah oui. Donc, bon, elle est un peu dans le déni au départ. Mais très vite, c'est plus possible parce que les symptômes sont très importants. Alors, on en meurt encore à cette époque-là, mais contrairement à son père, il y a quand même un début de traitement pour soulager un peu les symptômes, qui sont les corticoïdes. Donc, elle commence ça. Elle a aussi beaucoup d'opérations. Mais à partir de ce moment-là, elle sait que sa vie va être très compliquée. Et là, elle a quel âge? Une trentaine d'années? Non, elle a 20 ans. Ah non, Elle est ah ouais. vraiment, elle est vraiment Ah ouais, jeune. vraiment toute Elle a une jeune. vingtaine Ah d'années. ouais. Et donc, elle est en train d'écrire son premier roman. Donc, quand les premiers symptômes arrivent. Et alors, comment va-t-elle réagir? C'est l'annonce de Alors, cette maladie. déjà, elle revient à Milledgeville. Elle était donc dans plusieurs universités pour faire ses études. Elle revient à Milledgeville. Et là, elle était à Milledgeville jusqu'à présent. Elle était dans la grande demeure des Klein. Les Klein, c'est la branche de la mère. Et cette grande demeure, elle est très bien, sauf que sa chambre est au premier étage. Elle ne peut plus monter les escaliers. Donc, elle déménage avec sa mère dans une ferme où elle passera donc le restant de ses jours, qui s'appelle Andalusia, qui est aussi à Milledgeville, mais un peu en dehors du bourg, qu'on peut visiter à l'heure actuelle. Que vous avez visité? Que j'ai visité, Qui est absolument. resté en l'état? Qui est resté en ouais. l'état. On peut visiter l'extérieur et C'est- l'intérieur, et on peut Ouais. voir sa chambre. Très émouvant, ouais. Et même les pans, et même les poules. Mais c'est un peu en dehors du bourg. Et donc, du coup, quand elle arrive là, elle se dit, c'est la fin de tout, parce que c'est déjà, je suis malade. En plus, c'est la fin aussi ça va être une mort sociale, en fait, et ce qui est vrai, quelque part. Et du coup, ça va être une mort littéraire, parce que je n'aurai plus d'inspiration, puisque je ne vais plus rencontrer de personnes. Terrible. Et très curieusement, c'est l'inverse qui se passe. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, elle en parle à plusieurs reprises dans ses conférences, parce que, alors elle avait lu Maritain aussi, on n'a pas cité, et elle va développer dans ce cadre-là, dans cette solitude en fait, elle est avec sa mère, et les deux métayers noirs qui s'occupent de la ferme, mais bon, dans cette solitude, eh bien, elle va creuser ce que Maritain, un regard, ce que Maritain appelait l'habitus de l'art, et qui est cette façon de regarder le monde créé et d'en voir toute la profondeur et le sens sacré, en fait, le sacré de la vie, qui se loge dans les petites et grandes choses. Et donc, en fait, ça va complètement creuser ce regard, et elle va tout mettre dans l'écriture. Sa résistance spirituelle héroïque va être de, justement, mettre le peu de force qui lui reste dans son œuvre. Alors, je vous cite, et après on va s'identifier. Cette mort sociale et cette mort à soi, à la femme qu'elle avait été jusqu'alors, lui permirent néanmoins de creuser plus profondément une intériorité déjà considérable et de nourrir cette enclave intime par le silence, la prière et l'écriture. En l'espèce, ce qu'elle pensait être la fin de tout avait débouché sur le début du meilleur, l'accession à un nouveau soi relié à l'essentiel. Donc Michel, je vous laisse la parole. Oui. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration, dirigé par Pascal Morer,
assisté Michel, préenregistré ce jour, le 5 juin 2025, qui sera diffusé donc Le 12. jeudi 12 Jeudi juin, 12. c'est ça? Absolument, Michel. Voilà, très bien. Le thème de cette émission est Flannery O'Connor, Dieu et le vieux Sud américain. Notre invitée est Cécilia Duterre, romancière et essayiste. Pour son ouvrage Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacés, aux éditions du Cerf. Alors vous pouvez adresser vos messages au 01 46 51 00 85 ou par mail. Mais ultérieurement, ils ne seront pas lus malheureusement durant cette émission, comme elle est préenregistrée, mais encore une fois, je les lis toujours et je vous y réponds. Alors j'ai un message d'Anne Brassier, de notre amie Anne Brassier, qui vous invite, chers auditeurs, à lire rue Monsieur, à Paris, donc dans le 7e arrondissement, mardi 24 juin. Eh bien, à lire et à rencontrer surtout Andrei Makin, donc le grand Andrei Makin, Philippe Empson, le premier biographe de Jean Raspail, Reynald Secher, Aude de Queyros et Christine Surgens, donc que l'on apprécie et qui sont des monuments de notre radio, en tout cas des personnes très signifiantes et significatives. Et puis il y aura également d'autres meilleurs auteurs. Donc la vente dédicace, l'entrée est libre et elle se fera donc de 17h à 22h. Avec un pique-nique au jardin. Voilà, tout un bon programme. Donc, elle meurt à 39 ans, très jeune. Je voudrais juste voir deux autres aspects avant de commencer vraiment par son œuvre. Quelle a été la place de l'amour dans sa vie, avec une vie pareille, une maladie pareille? On lui connaît pas d'amoureux au sens, elle n'a pas eu d'histoire d'amour, en tout cas pas à la connaissance d'aucun biographe. En revanche, elle a eu on va dire un flirt peut-être un peu fantasmatique avec, notamment avec un vendeur de chez Harcourt, donc son éditeur, un vendeur de livres, un commercial, on dirait maintenant, qui était très admiratif de l'œuvre et qui est venu la voir à plusieurs reprises à Andalousia pour parler avec elle, pour connaître cet auteur et peut-être même pour parler aussi de la commercialisation de ses livres. Et une amitié s'est vraiment créée. Alors, c'est coup de foudre amical du côté de cet homme, mais coup de foudre amoureux du côté de Flannery O'Connor. Or, il se trouve qu'il y a une correspondance aussi entre eux et il revient la voir à plusieurs reprises et un jour, il l'embrasse, un baiser maladroit. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'était pas forcément très amoureux d'elle. Mais du coup, ça lui laisse complètement l'idée qu'effectivement, quelque chose ça peut aboutir à une histoire d'amour. Et puis, cet homme part faire le tour du monde, le tour d'Europe, pardon. Et un jour, alors il continue à lui écrire, donc le malentendu persiste, perdure. Et se développe en plus. Et se développe avec cette ouais, absence en plus. Ouais. Et puis un jour, elle reçoit une carte de lui, mais en fait, c'est un faire-part de mariage, parce qu'il a trouvé une épouse en Europe, hein, et elle apprend qu'il est marié. Et là, c'est compliqué. Elle vacille un peu sur ses béquilles, la pauvre. Mais elle est chrétienne, hein, et toute tristesse, tout coup dur, elle le transcende en fait, et elle le transcende comment ? Par la création. Donc elle le transcende dans une histoire assez violente, aussi assez dure, mais dans une de ses nouvelles où Les braves gens de la campagne, je crois que c'est celle-là. Une nouvelle où l'héroïne est Olga, une intellectuelle un peu comme elle, où on peut la reconnaître de très loin, hein, dans les traits de cette intellectuelle à qui il manque une jambe. Donc on peut imaginer aussi que c'est une allégorie de sa propre invalidité. Bon, la nouvelle est trop longue à expliquer, mais elle transcende en fait, finalement, elle transcende tout coup dur, y compris la maladie, par l'écriture, par la création. Et ça, c'est très chrétien, parce que finalement, le mal, au sens très large, c'est la destruction. Et elle donne un peu plus de création pour contrer cette destruction, si j'ose dire. Alors, certains pourraient arguer du fait que finalement, la création ne vient-elle pas de la douleur, de la souffrance ? Est-ce qu'il y a
Voilà. Je pense que, en tout cas, pour écrire, souvent les artistes ont une blessure, mais qui n'en a pas, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent on dit que bon, cette blessure, on peut la transcender par la création, et on pourrait dire que le mal, quelque part, c'est ce qu'elle dit, nourrit la substance du bien, puisqu'il y a effectivement ce balancier plus important. Elle va créer pour aller au-delà de cette destruction. Je trouve ça très intéressant d'un point de vue même au-delà de l'art, d'un point de vue personnel. Quoi. C'est très aidant. Absolument. Et alors vous écrivez, son fruit ne pourrait être qu'intellectuel, touche à l'amour divin en faisant l'économie des amours humaines, contrairement à Ethel Soom, parce que vous parlez aussi de temps en temps d'Ethel Soom pour faire des parallèles où elle se rejoint avec ces femmes très très différentes, en tout cas dans ce domaine-là, puisque Ethel, elle, est passée par le charnel pour accéder au spirituel. Et tout à l'heure, j'ai omis de dire aussi, quand vous parliez de l'importance de la formation littéraire donc de Flannery, et bien de celle d'Ethel Soom, qui, grâce aussi à un mentor, qui n'aurait pas été un professeur, mais son psychanalyste, eh bien, s'est mise à lire énormément, et ensuite de ça, à accéder à autre chose, à l'écriture et à cet accès. Et donc, combien finalement la lecture, les bonnes lectures nous nourrissent et nous permettent aussi d'advenir, nous aussi, dans ce qu'on a à faire et dans notre mission d'écrivain ou autre. Mais même en tant que lecteur, bien sûr, c'est absolument fondamental. Et comme vous le dites, les bonnes lectures, et c'est vrai qu'ici, sur cette radio, on y attache énormément d'importance parce que c'est fondamental. Autant il y a énormément une profusion de livres, même si on lit de moins en moins, mais on peut se poser des questions. Mais avoir une bonne lecture qui structure, que ce soit pour les jeunes ou ensuite quand on est à l'âge adulte, c'est fondamental. C'est sûr. C'est fondamental. L'amitié. Alors l'amitié, très important parce que, on peut dire qu'elle est très seule et finalement pas tant que ça parce qu'elle a une correspondance très fournie. C'est-à-dire que quelque part, oui, elle est seule parce que... alors, elle fait quelques conférences. Elle, de temps en temps, quand elle va un peu mieux, elle fait ce qu'elle appelle des expéditions gagne-pain, parce qu'évidemment, il faut bien qu'elle gagne aussi sa vie, et les conférences et les salons du livre, etc. Là, elle est payée. Et puis, ça lui permet de se frotter aussi à ses pairs, hein, parce qu'il y a quand même toute une littérature. Hein, elle est pas toute seule. Et un écrivain ne peut pas être seul. Non, et toute une littérature du Vieux Sud quand même, dans laquelle c'est vraiment une lignée. Donc Dora Welty, Carson McCullers, etc. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc c'est la même époque, mais elle est quand même essentiellement seule avec sa mère, et elle a donc une correspondance très fournie avec plein de gens, des amis. Voilà, tout court, mais aussi des lecteurs, beaucoup de lecteurs qui lui écrivent et qui peuvent devenir des amis épistolaires et qu'elle peut rencontrer parfois 2-3 ans plus tard, qui viennent la voir. Et elle a notamment deux grandes amies sur lesquelles je me suis arrêtée dans le livre. Donc une femme qui n'a pas voulu donner son nom, donc qu'on appelle A. Dans la correspondance, et qui est une femme qui est en recherche, qui n'est pas du tout catholique, qui est en recherche vraiment sur le plan spirituel et qui va être très nourrie par non seulement les livres de Flannery O'Connor, mais en plus vraiment cette correspondance où franchement Flannery va l'aider en fait dans sa foi, à trouver la foi. D'ailleurs, elle se convertira au catholicisme et puis plus tard, elle reviendra un peu sur cette affaire-là, mais ça n'entachera pas leur amitié. Et puis une autre femme qui s'appelle Marriott Lee, et qui est aux antipodes, mais vraiment aux antipodes de Flannery O'Connor, qui est une espèce de féministe comme ça, très hystérique, vraiment une passionnariat de la cause intégrationniste. Non pas que Flannery O'Connor soit du tout raciste, hein. Elle était tout à fait aussi pour l'égalité des droits, mais elle n'était pas du tout dans ce mouvement politique en tout cas. Et cette femme était complètement athée. Donc on peut imaginer qu'au départ, la rencontre est compliquée, et pas du tout, parce qu'en fait, elles sont toutes les deux dotées d'un humour incroyable, et toutes les deux arrivent à s'entendre sur le fond, c'est-à-dire la littérature, sur plein de choses en fait. Et voilà, donc elle avait cette ouverture d'esprit aussi, de ne pas du tout prêcher uniquement pour sa chapelle. C'est loin ça qui est s'en à faut. souligner aussi dans son tempérament, c'est important. Mais alors, ce qui est important surtout de dire peut-être, c'est aussi que son œuvre, bien que écrivain catholique, a été mal comprise par son public, par le public, qu'il soit catholique, parce qu'il attendait une littérature un peu plus soft, un peu plus édifiante, qu'un public athée qui passe un peu à côté, qui aime ce qu'elle fait, mais qui passe un peu à côté de la profondeur, pour le coup, spirituelle de l'œuvre. Donc, c'est difficile pour elle. Chers auditeurs, donc il est temps d'écouter un bobino important pour notre radio. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
Merci d'avance. Voilà, chers auditeurs, encore une fois, on vous le dit très souvent, je le sais, mais pour nous et pour vous, c'est fondamental. Vous êtes vraiment le nerf de la guerre, si l'on peut dire, ou en tout cas, c'est grâce à vous que Radio Courtoisie peut vivre. Et donc, par avance, grand merci donc, pour votre générosité et surtout votre soutien, qui nous fait à tous beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que l'on évoque son œuvre. Alors, rentrons vraiment, parce que là, vous avez commencé à en parler un petit peu, Cécilia Duterre. Le Sud, alors elle écrit, et ça vous la citez, on peut peut-être commencer par là. Mon œuvre est le fruit de 2 circonstances. Je suis née dans le Sud et je suis catholique. Donc, je suis née dans le Sud, donc c'est ce Sud qui a donné naissance à toute cette littérature dont vous venez de parler, avec un lieu paroxysmique, en tout cas, un lieu de paroxysme et d'enthousiasme. Et de foi. Et de foi. C'est une enclave. C'est une enclave. Alors, c'est pas la même foi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout une foi évangélique, effectivement très paroxystique, un peu, voilà, avec toute une... Enfin, c'est une foi qui est très, très extérieure, alors qu'elle est plus dans une intériorité, etc. Mais en tout cas, c'est quand même, finalement, une contrée qui peut résonner avec... parce qu'ils ont quand même le même texte, hein, ils ont la Bible. Et elle s'adresse pas que à ce public-là, bien sûr, elle s'adresse à tous, et donc à une Amérique essentiellement athée. Et donc, de ce Sud, qui est une enclave, elle peut quand même être un peu protégée, déjà, et elle peut regarder en protection ce monde séculier qui se développe aux portes, et sur lequel elle a un regard parfois très critique, bien sûr. J'aimerais bien vous entendre aussi sur... alors là, c'est un extrait d'une de ses conférences où elle parle des romanciers et des romanciers chrétiens et face à leur public, finalement. Oui, c'est dans une des conférences qui est dans le Quarto, les romanciers catholiques et leurs lecteurs. Alors c'est un extrait. Ce n'est pas parce que le dogme chrétien est fixé que tout ce que l'écrivain voit dans le monde est fixé. Au contraire, le dogme est un instrument de pénétration du réel. Le dogme chrétien est à peu près la seule chose en ce monde qui respecte et sauvegarde le mystère. Le romancier est d'abord, ensuite et toujours un observateur, mais il ne peut être un bon observateur que s'il est libéré de l'incertitude où il se trouve devant tout ce qu'il voit. Ceux qui ne peuvent se référer à des valeurs absolues ne se résignent point à tenir pour relatif ce qui est relatif. Ils l'élèvent toujours à la dignité d'un absolu. Le romancier catholique a toute liberté d'observer. Il ne se sent pas appelé à assumer le rôle de Dieu ni à créer un nouvel univers. Il se sent parfaitement libre d'observer celui que nous avons, libre de décrire exactement ce qu'il voit. Il y a 2 choses dans ce qu'elle dit. C'est son rapport au dogme catholique qui est souvent décrié par les athées. Et puis ce qu'elle dit sur... ça m'échappe. Bon, ce qu'elle dit, c'est que justement, et c'est là qu'on en vient à cette littérature un peu édifiante, voilà, qu'on attend, elle part du réel, c'est-à-dire qu'elle fait exactement aussi ce que font tous les grands écrivains catholiques qu'elle a lus, c'est-à-dire qu'ils n'édicorent nullement la réalité. Et cette réalité du vieux Sud des années 50, elle est manifestement violente. Donc elle va parler justement des tensions entre communautés blanches et noires. Elle va parler aussi des préjugés de race qui sont très tenaces. Elle va parler de l'hypocrisie. Et donc, sa littérature est bourrée de anti-héros, en fait. Elle parle de voleurs, de violeurs, parfois de prostituées, enfin de choses, pas que, hein, mais, non, pas que, mais elle parle de choses qui ne sont pas attendues de la part d'un auteur catholique. Et pourquoi n'en parlerait-elle pas? Puisque c'est exactement ce qu'elle a sous les yeux. Elle en parle, mais elle fait surgir la grâce, justement, du mal, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, le anti-héros ou les anti-héros, parce qu'il y en a plusieurs, tout d'un coup sont frappés par une forme de révélation et découvrent, eux comme leurs victimes, que la réalité est beaucoup plus large que la réalité matérielle des choses. Tout d'un coup, elle arrive à lever le voile sur on va dire, le grand cours des choses, la vie... nous, on dirait en Dieu, mais elle ne l'exprime pas comme ça. Voilà, toutes les nouvelles ou les romans sont à l'appui
d'une révélation, parce que en fait, elle parle vraiment de grands sujets, mais sans utiliser les termes chrétiens, mais de rédemption, de jugement dernier, de grâce. La grâce vraiment habite l'œuvre. Et c'est vrai qu'elle n'a de cesse de nous dévoiler à nous, lecteurs, la réalité sacrée de la vie, qui est donc beaucoup plus large que même le crime, ou qui peut même, au sein du crime, euh, tout d'un coup euh, électrocuter, si j'ose dire, le anti-héros et donc le lecteur. En fait, elle est Oui. obligée aussi de... Alors, elle utilise le grotesque, elle a dit, c'est Voilà. dont elle parle, Mm. le grotesque du Vieux Sud, c'est-à-dire toute cette typicité dont on a parlé tout à l'heure, et cette violence, pour faire surgir de ce réel très complexe et compliqué la grâce. Parce que pour elle, c'est pas décorrélé, on n'est pas obligé de faire une littérature hyper bienveillante, hyper lénifiante Mm. pour parler de l'œuvre de Dieu dans le monde. L'œuvre de Dieu, elle existe aussi au Et sein Dieu du est mal. venu Et pour ceux voilà. qui souffrent. Bien sûr. Exactement. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est mal comprise. Et notamment, je reviens Oui. sur votre premier Oui. extrait de musique aussi très bien choisi parce que Regina, donc sa mère, qui comprend absolument pas l'œuvre de sa fille et qui, elle, est habituée à cette littérature très édifiante, très catho, mais classique, lui dit « Mais pourquoi tu écris ça ?» Enfin, elle est horrifiée par ce qu'elle écrit. C'est quand même pas si horrifiant que ça. Oui, non, pour l'avoir lu, Mais en tout cas, ouais, en tout cas, voilà, quelques nouvelles. elle l'est Ouais. et elle lui dit « Mm. Mais pourquoi tu écris pas un grand roman comme Autant en emporte le vent ?» Et là, vraiment, Flannery O'Connor, les bras lui Je en ne suis tombent. pas Margaret Mitchell, maman. Alors, on n'est jamais prophète en son pays, mais vraiment, là, on peut dire qu'elle était vraiment pas comprise. Mais beaucoup de ces lecteurs chrétiens sont effectivement un peu à rebrousse-poil par rapport à ce qu'elle écrit. Et les journalistes ne comprennent pas non plus forcément. Alors, la plupart, quand même, notent vraiment une plume extraordinaire, un univers incroyable, etc. Oui, elle est reconnue en ce sens. C'est Mm. sûr. Mm. Et elle a d'ailleurs beaucoup de prix littéraires. Bon. Mais en fait, quand elle voit ce qu'ils écrivent sur ce qu'ils ont compris en fait, de ce qu'elle a voulu faire passer, elle se rend compte qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Bon, après, honnêtement, il y a plusieurs degrés de lecture Oui, oui. dans son œuvre. C'est une œuvre exigeante quand même, hein, qui n'est pas forcément évidente non plus à comprendre à tous les niveaux. Mais c'est justement ça, parce qu'en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est donner à réfléchir au lecteur. C'est-à-dire qu'elle considère que quand il ferme le livre et qu'il se pose encore Oui. des questions sur la fin, Oui. et c'est très bien parce que ça va travailler dans sa tête et ça va le faire réfléchir aussi à toutes ces grandes notions qu'elle a réussi à subtilement distiller sans utiliser le mot de grâce, sans utiliser le mot de rédemption, ni de jugement, voilà, sans utiliser les grands termes chrétiens. Elle les fait passer en fait par une histoire plausible et elle y arrive très bien. Oui. À mes yeux, moi, Oui, oui. d'auteur chrétien, Oui. je trouve qu'elle y arrive très bien. Raison de plus pour la découvrir, chers auditeurs. Et c'est vrai que vous le dites, elle va voir finalement derrière le rideau. Et elle a un art de la description qui est vraiment savoureux, que ce soit les personnages, qu'elle détaille d'une façon, mais comme s'ils étaient filmés. En fait, c'est aussi filmé, tellement c'est bien détaillé, mais ce n'est pas fait de façon longue ou rébarbative. Hein. C'est vraiment des détails très, très appréciables, et notamment les paysages et les couleurs. Et là j'ai donc son recueil, le premier est vraiment peut-être le plus connu, Les braves gens donc ne courent pas les rues, avec un extrait donc de la nouvelle qui porte ce nom. Vous allez voir, chers auditeurs, un petit peu son ton. Elle signale là, donc en l'occurrence l'héroïne ou la non-héroïne. Les détails intéressants du paysage. Stone Mountain, le granit bleu qui venait par endroits franger la route, les bas-côtés d'argile rouge vif avec des vénules mauves et les différentes cultures qui faisaient sur le sol un entrelac de lignes vertes. Le soleil revêtait les arbres de lumière argentée et le plus humble arbuste lançait des feux. Donc on voit déjà effectivement une très belle plume. Oui, et Un puis il y a, peintre il y a aussi, des, hein. il y a des pages entières d'une poésie magnifique, notamment Oui. dans une nouvelle dont je parle dans le livre qui s'appelle Révélation, qui est pour moi une des plus belles, et c'est une des dernières, où vraiment la composition et le style se répondent. C'est absolument somptueux. C'est une très très grande écrivaine sur le plan même purement stylistique. Ça va plus loin que ça, parce qu'il y a évidemment fond et forme, mais c'est vraiment, au niveau de la plume, c'est délectable. C'est vrai qu'on parle de fond et de forme, et au niveau de la forme, elle a, vous l'avez dit, c'est une œuvre exigeante,
structurée, elle est laborieuse, hein, elle rédige lentement, elle est très perfectionniste, mais finalement, déjà, l'âpre travail, eh bien, n'exclut pas le rire. Pas Ça, du c'est tout, toujours, ouais. et ça, c'est quand même une Et le facette rire sur elle-même aussi. sur elle-même. Et Voilà, ça, c'est ça qui est voilà. intéressant C'est ça qui est aussi. intéressant. Voilà, et Elle qui la se rend prend pas savoureuse, du tout au sérieux. sérieux. Elle a sa juste place. Ouais. Elle sait quand même. Vous avez vu comment elle sait quand même dire non Oui, quand on veut la faire oui. dévier. Ouais. Mais sa juste place, c'est pas non plus, c'est pas au-delà. Mm. C'est-à-dire c'est ça qui est très intéressant aussi et qui peut être un enseignement pour nous tous, Oui. c'est-à-dire connaître sa juste place. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle n'a pas du tout de, par rapport, parce qu'elle a quand même eu des succès. Elle a eu des difficultés, mais elle a eu Ouais. des succès, notamment Les Braves gens qui courent pas les Russes, c'est un succès. Elle a eu beaucoup de difficultés avec son premier roman, La sagesse dans le sang. Mais les nouvelles, qui sont plus jubilatoires, honnêtement, à lire, moi-même, je préfère je la trouve meilleure nouvelliste que romancière, mais après, c'est mon avis à moi. Hein, c'est pas toute l'œuvre est intéressante, mais elle est plus dans une démonstration dans ses romans, je trouve. Et donc, ces recueils de nouvelles sont plutôt bien accueillis. Donc, elle a plutôt du succès à un moment donné, mais elle a beaucoup de recul aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a autant de recul sur les critiques quand elle n'est pas comprise, évidemment qu'il attriste, mais ça ne va pas au-delà, en fait. On a l'impression qu'elle est vraiment déjà dans une stabilité, dans un socle de sécurité, je pense, en Dieu. Ouais. Et elle n'a pas non plus, elle ne vacille pas non plus devant un succès qui pourrait lui monter à la tête. C'est pas du tout le cas. Et ça, c'est vraiment aussi un très grand enseignement, je trouve. Très, 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 très appréciable. Et je voudrais juste revenir 2 petites minutes sur le mouvement antiségrégationniste aux États-Unis, qui a été effectivement très violent, et vous citiez des personnes très, très impliquées. Elle a donc une réaction, elle est plus prudente, elle a une forme de sagesse par rapport à ça. Oui, alors maintenant, on dirait qu'elle est timide. À notre époque, on dirait, mon Dieu, qu'elle a été timide. En fait, elle n'est pas du tout raciste. Hein. Justement, c'est ce qu'elle dénonce. Elle dénonce le racisme de bout en bout de son œuvre. Mais cette lutte, elle est très utile, au plan des droits, etc. C'est Martin Luther King, c'est une lutte, et c'est une lutte très violente, hein, qui a été vraiment réprimée dans le sang. Ils ont fini par obtenir les choses, mais c'est pas n'importe comment. Et elle a raison sur un plan, c'est qu'elle considère que c'est utile, mais que ça va très vite. Et oui, ça va très vite. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'ils obtiennent cette égalité. Mais elle dit, mais en fait, ça n'est qu'un pas, en fait. Parce que oui, vous avez légalement l'égalité, mais ça ne va pas du jour au lendemain supprimer des décennies et des décennies de suprématie blanche. Elle a tout à fait raison. Il faudra autant de temps pour que les mœurs évoluent. L'être humain est fait ainsi. Les lois, alors il y a... Voilà. Donc elle est effectivement un peu en retrait par rapport à cette lutte au plan légal. Mais elle est complètement... Par contre, elle l'accompagne sur le plan du cœur. Et ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est de bien préciser à nouveau, parce que parfois on fait des amalgames avec la culture américaine et notre société d'aujourd'hui. Justement, il s'agit là-bas d'une culture faite d'esclavagisme. Alors Absolument. que nous, c'est radicalement différent ce que l'on vit. Or, on a tendance parfois à vraiment faire je trouve, des parallèles qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas bons en soi. Alors, en parlant de cette lutte, je vous propose peut-être d'écouter un extrait de musique d'un Negro Spiritual, Oh Freedom, Oh Liberté, bien sûr. Voilà, chers auditeurs, pour nous mettre dans cette ambiance du vieux sud, grand sud américain des années 50. C'était des chansons que chantaient les Noirs dans les champs de coton quand ils étaient esclaves, justement, du temps Autant en emporte le vent. Qu'on a écouté donc 100 ans en ouais. arrière, et voilà, c'était leur façon de lutter aussi. C'est des chants spirituels, hein, magnifiques. Alors, pour parler vraiment maintenant de son œuvre en tant que telle, donc elle a écrit 2 romans, elle a écrit beaucoup de nouvelles, une correspondance, des conférences. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus pour que nos auditeurs aient une idée de ce qu'elle a pu écrire. Je vous propose de commencer d'abord par les nouvelles, parce que d'après vous le disiez tout à l'heure, c'est là où elle excelle. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous nous apprenez qu'elle les écrit finalement pour se détendre, avec beaucoup de jubilation. Oui, en fait, ce qui lui donne vraiment de la difficulté, c'est les romans.
comme on la comprend, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'écrire un roman. Et puis, et donc elle est, comme vous avez dit, assez laborieuse, assez perfectionniste. Parfois, elle écrit et puis elle jette tout. En plus, elle écrit quand même que plus la maladie va avancer, plus elle va être invalidante, et plus elle a une force que d'écrire 3 heures par jour. Donc, elle écrit pas tant que ça finalement. Mais les romans, elle en écrit 2. Donc, La sagesse dans le sang et Ce sont les violents qui l'emportent, enfin la traduction en français. Et ces 2-là vont lui donner beaucoup de difficultés. Alors, quand elle n'arrive plus, eh bien, elle écrit des nouvelles qui sont effectivement, alors plus je trouve jubilatoires à écrire, à lire, plus pas toujours drôles, hein, qui peuvent être très violentes aussi, mais en tout cas, bon, c'est un format très grinçante. Est-ce qu'on peut y voir de très très loin une comparaison avec les pièces grinçantes de... Ah, le nom m'échappe aussi aujourd'hui. Bon, écoutez, chers auditeurs, vous n'êtes malheureusement pas en direct. Parfois à Kafka, c'est ça que vous voulez dire ? Non, je pense à un auteur français, mais ça va me revenir. J'ai pas d'idée là comme ça, mais en tout cas, on l'a souvent comparé à Kafka. C'est pas idiot. C'est vrai qu'il y a une forme comme ça de vraiment d'un univers très huis clos en fait. Je pensais à Anouilh en fait. Voilà, ça me revient. Anouilh, oui. En fait, elle est très 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 descriptive. Elle a des personnages qui sont hyper bien dessinés au sens de la plume. Et vraiment, on y est en fait. Ça se déroule sous nos yeux. C'est comme si effectivement on avait la caméra au point et elle nous fait vivre une scène. Mais elle en tire vraiment la substantifique moelle, pour aller quand même toujours à sa démonstration de ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que ces nouvelles sont plus faciles à lire. Et puis le récit bref, finalement, se prête de toute façon. Avant de continuer justement sur ce sujet, Michel, je pense que nous sommes en retard. Oui. Vous identifiez. Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre-journal des cultures et de l'exploration, dirigé par Pascal Morer. Assisté de Michel, préenregistré ce jour le 5 juin 2025 et qui sera diffusé en direct le jeudi 12 juin prochain. Voilà, le thème de cette émission est Flannery O'Connor, Dieu et le Vieux Sud, et le Vieux Sud américain. Notre invitée est Cécilia Duterre, romancière et essayiste, pour son ouvrage Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacés, aux éditions du Cerf. Voilà. Merci Michel. Alors, pour en revenir aux nouvelles que Flannery O'Connor écrit, vous dites vous-même, ou plutôt vous le lui faites dire, c'est elle qui l'écrit, une nouvelle bien faite ne doit pas être moins signifiante qu'un roman, ne doit pas être superficielle non plus, elle doit être longue en profondeur, ça j'ai bien apprécié, et communiquer une expérience significative. C'est vraiment tout à fait ce qu'elle arrive à faire en tout cas, et elle y arrive magistralement, parce que écrire une nouvelle, c'est pas simple non plus. Non, pas du tout. Mais je pense qu'elle maîtrise parfaitement cet art, en fait, de la nouvelle. Alors, ça lui vient peut-être de ses petites fabulettes d'enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a vraiment un œil. Et la nouvelle, c'est ça, c'est un œil, c'est un regard. Voilà, le roman, les 2 romans qu'elle a écrits, donc La sagesse dans le sang et Ce sont les violents qui l'emportent, sont très intéressants, mais je conseillerais de commencer par la lecture des recueils de nouvelles, qui sont peut-être plus facile à lire, pour comprendre déjà l'univers, et puis après de s'attaquer aux romans qui sont très intéressants, mais qui sont effectivement plus de l'ordre d'une forme de démonstration, si j'ose dire, et qui sont moins faciles à aborder si on n'a pas déjà un regard sur l'œuvre. Et il me semble que vous dites aussi que quand elle commence même à écrire son roman, en fait, elle commence toujours par une nouvelle. C'est la nouvelle qui sert de base. Oui. Alors c'est souvent une nouvelle qui devient un premier chapitre. Ah oui. Et après, on voit bien qu'en fait, c'est vraiment une nouvelliste. C'est-à-dire qu'en fait, elle, très très souvent, le premier chapitre d'un roman, c'est une nouvelle. Et ensuite, elle va le développer. Ensuite, alors, elle n'a pas forcément, pour les romans, ça c'est intéressant, elle n'a pas de plan préétabli. C'est-à-dire qu'à partir de justement ce premier chapitre qui était une nouvelle, elle va filer, elle va développer, elle va aller là où son personnage l'emmène et
où elle a une vague idée, mais elle se laisse emporter. Et parfois, elle le dit, elle va dans le mur. Et quand elle va dans le mur, Oui, eh ben, elle oui. jette. Elle jette, Elle mais jette. sans aucun état d'âme, parfois des feuillets entiers. Alors, question à vous qui écrivez, est-ce que vous avez la même démarche, c'est-à-dire vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas exactement où vous allez, ou au contraire, vous maîtrisez plutôt Alors là, la conception moi du je suis roman? pas du tout dans Ouais. cette veine-là. Je suis incapable d'écrire si j'ai pas, alors pas un plan, mais vraiment une histoire déjà très construite pour les romans, je Oui. parle. Une histoire très construite dans ma tête, parce que je peux inventer, mais il faut que j'ai vraiment le fil, hein, et que je sache la fin en fait. Après, bien sûr qu'il y a une part créative au sein Mm. des chapitres, mais moi j'ai vraiment besoin dans ma tête que ce soit très clair. C'est pas un Mm. plan détaillé comme pour un essai, où Oui, là je détaille oui, vraiment, mais oui. pour moi-même. Mais sur les romans, j'ai quand même besoin d'avoir un début, une fin et un milieu, quoi. C'est vrai que vous parlez d'essais, Flannery n'en a pas écrit. Alors, elle a écrit beaucoup de conférences Ah oui, dont on pourrait dire. oui. En tout cas, elle s'est publiée ses conférences et sa correspondance sous le titre en français Mystère au pluriel et manière au pluriel. Et dans ces conférences qui sont assez longues et qu'elle donnait, hein, mais qui sont voilà, retranscrites, elle s'explique. Et c'est très intéressant pour celui qui s'intéresse à l'œuvre. Alors là, moi, ça a été vraiment tout à fait Pour vous, ouais. une source très importante pour comprendre ce qu'elle avait voulu faire, hein. Et là où parfois elle a un peu tâtonné, hein, comme tout le monde, comme tout auteur, comme tout créateur, mais vraiment dans sa correspondance aussi, elle s'explique, mais dans ses conférences, c'est vraiment très très clair et elle s'explique sur sa mission d'écrivain croyant et d'écrivain catholique. Et ça, je trouve très intéressant, ce regard-là. Et la façon dont, justement, elle s'explique quand elle est si mal comprise par le public, si mal comprise par les journalistes. C'est aussi sa façon de pouvoir laisser une trace et de dire, voilà ce que j'ai voulu faire. Voilà. Moi, je trouve qu'elle y est très bien parvenue, hein. Mais Et c'est vrai qu'en ce qui concerne justement la réception par le grand public, elle évoque, dites-vous, dans sa correspondance, l'ampleur de ce décalage entre la vision du monde qu'elle souhaite transmettre, hein, et la manière dont ses textes sont reçus. Puis elle tente toujours, non sans humour, de clarifier sa démarche. Et là, vous évoquez des passages, des lettres assez assez désopilantes, ouais. désopilantes. Ouais, ouais, Ouais. j'essaie de retrouver le passage, mais oui, le grand public, chrétien ou non, comme les journalistes, donc peine à pénétrer l'univers sensible qu'elle cherche à leur révéler. Presque tous restent à la périphérie de l'œuvre, donc. Et nombreux sont ceux qui la déforment et passent à côté de sa profondeur spirituelle, se méprenant sur la véritable intention de l'auteur. Parfois avec humeur, mais jamais sans humour, elle tente de clarifier sa démarche. Voilà. Après, est-ce que c'est si grave au fond? Oui. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a fait son Oui. travail, je dirais, et puis ensuite, là, je parle pour moi, hein, l'œuvre nous appartient plus. Une fois qu'elle est dévoilée, qu'elle est publiée, elle est reçue comme elle doit l'être par enfin, chacun son prisme en fait de lecture. Et ceux qui passent à côté de la profondeur de l'œuvre, c'est que quelque part cette œuvre n'était pas forcément euh, propre à les éclairer. Ouais, ouais. C'est comme Il ça. faut aussi beaucoup d'humilité et pas d'amour-propre. Mais elle en avait pas. Vraiment, franchement, Mmh. c'est aussi en cela qu'elle est super intéressante parce que avoir son nom sur la couverture, c'était pas le problème en fait. Vraiment, elle avait vraiment fondamentalement une très grande hauteur de vue sur le Oui. travail d'écriture en fait, de qu'est-ce que c'est écrire et qu'est-ce que c'est aussi d'avoir une mission sur Terre en fait, le sens de la vie. Alors elle savait que sa vie allait être courte puisqu'elle était malade, mais donc il fallait qu'elle mette toutes ses forces dans son œuvre puisque sa mission c'était celle-ci. Mais c'est intéressant aussi, c'est vrai que la finitude humaine, on en parle si peu en Oui. fait, et à notre époque c'est encore plus de tabou. Mmh. Mais c'est aussi parce que notre vie est limitée qu'elle a un sens et qu'elle est précieuse et qu'il ne faut pas la gâcher. Et ça, en la lisant, on le comprend aussi. Elle est très chrétienne là-dessus aussi. Elle sait écrire, donc elle met toutes ses forces au service de ce qu'elle a à dire. Elle se veut quelque part le bras, la plume de Dieu sur terre. Quelle belle mission. Et moi, je trouve qu'elle y est bien parvenue. Alors après, elle est comprise par un petit cercle, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Elle est comprise par ceux qui doivent la comprendre et qui ont quelque chose à trouver dans cette œuvre. On peut pas Ben, forcer les gens, hein.
Non, vous avez parfaitement raison, mais aujourd'hui, on parle beaucoup justement de succès commerciaux. On en revient au fameux Paul Engel. Ce n'est pas ça qui compte. Et pourtant, c'est ça qui peut faire vivre, oui et non. Parce que Bah, pourquoi écrit-on? Pourquoi on écrit? Pour être, je pense, enfin moi en ce qui me concerne, pour, tendre des fils de réflexion, c'est une forme de conversation. L'écriture quand l'œuvre est enfin l'ouvrage est publié, ça appelle, justement une discussion avec, un lectorat. On essaie de toucher, on essaie de tendre des fils et que justement cette réflexion ensuite elle nous échappe aussi et le lecteur il s'en empare avec son propre prisme, sa propre sensibilité et c'est très bien. Et parfois peut-être on a l'impression de ne pas avoir été compris. Parfois le lecteur comprend aussi des choses qu'on a mis dans notre ouvrage mais qu'on n'a pas vu nous-mêmes Alors, parce que l'inconscient travaille. Vous avez eu ça notamment Ah dans oui. vos correspondances, parce qu'elle a une correspondance avec ses lecteurs, mais vous, j'imagine aussi. Ben oui, Ouais. j'ai parfois eu l'impression effectivement de ne pas Mhm. avoir été comprise, mais Ouais. c'est pas grave. Moi, j'en ai pas pris ombrage. Et puis parfois, j'ai été tellement bien comprise que même au-delà même de mes intentions, et je me suis dit, mais oui, c'est vrai en fait. Quand je relisais un passage, et là, c'est fabuleux quand un lecteur vous comprend même au-delà des mots. Ben voilà, c'est rare, mais c'est infiniment précieux, c'est d'une richesse incroyable aussi pour nous, auteurs. Et puis, cet échange, en fait, c'est ça l'écriture, c'est un échange. D'ailleurs, nous-mêmes, quand moi je suis lectrice, une très grande lectrice, j'écris, mais je suis d'abord une lectrice, quelque part, on tient un discours dans sa tête avec celui qu'on lit. Et ça nous fait avancer. Oui, quand vous écrivez, vous pensez à la personne qui va vous lire? Pas Plus ou moins, forcément pas au moment où je comme ça, l'écris, oui. mais en tout cas, bien sûr que Ouais. c'est quand même une forme de conversation. On n'écrit pas pour soi, Bien sûr, pas que pour soi en tout cas. absolument. Pour en revenir aux nouvelles, donc on a parlé du recueil Les Braves gens ne courent pas les rues. D'autres recueils à conseiller? Alors, en fait, son œuvre est assez courte, hein. Il y a 2 romans, donc on a dit La sagesse dans le sang et puis Et ce sont les violons qui l'emportent. 3 recueils de nouvelles, donc Les braves gens ne courent pas les rues, et puis 2 qui ont été publiés après sa mort, à titre posthume, Ouais. en faisant des recueils de plusieurs nouvelles. Grâce à qui? Son éditeur, hein, Ah ouais. Harcourt, Ouais. qui sont parus dans la traduction française. On peut lire Mon mal vient de plus loin, qui est aussi Oui. le titre d'une nouvelle à Oui. l'intérieur du recueil, Ouais. et qui était en anglais Tout ce qui monte converge, parce qu'elle lisait des très grandes lectrices aussi de Teilhard de Chardin, mais donc en français Il y c'est a un Mon, passage d'ailleurs qui lui est consacré. Donc, Mon mal vient de plus loin. voilà. Et puis le troisième recueil, c'est Pourquoi ces nations en tumulte, qui est aussi un très beau recueil et qui reprend pas mal des inédits sur la fin, mais aussi beaucoup de nouvelles qu'elle avait écrites dans le cadre de sa thèse de littérature. Parce que ça, on n'en a pas parlé, donc elle a fait une thèse. Alors, elle a fait quel une thèse, thème, elle a fait l'atelier donc de Engel, Ouais. et dans ce cadre-là, elle a rendu effectivement déjà des nouvelles, dont une nouvelle très importante qui s'appelle Le Géranium, qui a été publiée dans des revues et qu'on retrouve donc dans Pourquoi ces nations en tumulte. Voilà ce qu'on peut dire sur. Et est-ce que chaque recueil traite de thèmes différents où on retrouve toujours un petit peu, ça forme quelque chose de très homogène finalement? Oui, c'est assez homogène, mais après, non, il n'y a pas une thématique. Enfin, bon, les braves gens ne courent pas les rues, ça donne l'ambiance, ça donne vraiment l'idée, mais il y a toujours quand même l'utilisation du grotesque et l'utilisation de la violence. Est-ce que ça a été filmé? Est-ce que ça a donné lieu à des films? Alors oui, l'une de ces nouvelles, mais qui s'appelle Braves gens de la campagne. Et elle était très très déçue par le film, et qui visiblement passe complètement aussi à côté du sujet, qui a été un peu transformé aussi en film, et elle le regarde avec un œil très humoristique, et elle dit qu'après dans la rue on la reconnaît, et elle dit, et pour rire elle dit même les chiens me saluent. Et donc je trouve très très drôle, il y a, voilà, tout ça, voilà, ça montre encore beaucoup cette hauteur de vue, Exactement. elle a été effectivement adaptée, mais alors mal adaptée à ses yeux, et elle a tiré la langue à l'auteur devant sa télé. Enfin bon, c'est très drôle, hein. Faut lire le. Effectivement, elle ne se prend pas au sérieux, Pas du tout. tout en étant d'une profondeur incroyable. C'est rare quand même. Oui, puis elle répond aussi à tout un tas d'illuminés, hein, parce qu'elle a dans ses lecteurs qui
la comprennent, je mets des guillemets, tout un tas d'illuminés qui voient des choses qu'elle n'a pas du tout voulu mettre. Hein. Mais alors, elle répond à tout le monde, y compris des critiques parfois assez violentes. Elle répond. Elle répond sans jamais aucune colère ou méchanceté, parfois avec beaucoup d'humour, hein. Mais c'est jamais méchant, en fait. Elle a beaucoup, beaucoup de tendresse pour l'être humain, en fait. Finalement, Oui, en fait, oui, pour oui. la résumer, oui. Oui, oui. Ouais. Et Parce qu'on voilà. on peut se dire, à souligner et à remarquer tous les défauts humains, finalement, tous ces faux semblants, Oui, etc. alors elle en manières, on fait peut son dire, miel, c'est vrai mais qu'en soi, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment chrétien? Mais finalement, c'est pas un jugement qu'elle émet. quand même, elle met en exergue pas toujours ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, Ouais. mais pour le dénoncer quand même. Donc il y a quand même il y a un jugement moral là-dessus. Mais tout en sachant que le meilleur et le pire, c'est aussi en elle-même. Donc c'est en ça aussi qu'elle est très chrétienne. Non, c'est un regard vraiment très, très... Et elle a aussi beaucoup finalement d'indulgence pour sa mère, avec qui, comme on a dit, le conflit est larvé, mais qui quand même, notamment quand elles sont à Andalousia, elles sont toutes les deux, le père est mort, donc il y a les métayers noirs, mais bon, qui vivent pas avec elle, et celle qui fait tourner la ferme et qui fait manger tout le monde, c'est la mère. Hein. Quand même. Donc cette femme... C'est celle qui l'accompagnera finalement dans sa solitude physique, en tout cas. Absolument, qui va l'aider sur le plan matériel, financier, qui va l'aider, qui va quand même être là, quoi, et dans cette souffrance physique importante. Et on imagine aussi que la mère, ça devait pas être simple de voir sa fille. Elle avait déjà perdu son mari de la même maladie, donc et elle tient. D'accord, elle est rigide, d'accord, elle est un peu pétrie aussi de certitude blanche. Alors elle n'est pas non plus suprématiste du tout, hein, mais elle est dans cette lignée, on va dire, mais gentiment. Hein, c'est pas du tout. Voilà, mais elle fait vivre tout le monde, donc elle est quand même bien, cette mère. Moi, je me suis toujours dit, elle tient debout. Et quelque part, si elle peut écrire, c'est grâce à sa mère, parce que c'est pas les droits d'auteur, elle en a. Et de mieux en mieux, à un moment donné, elle est quand même traduite en français, de son vivant. Hein, et c'est quelque part les éditions Gallimard qui vont aussi, quand l'œuvre est traduite en français, elle est très appréciée en France. Et du coup... Comment vous l'expliquez, ça Je ne sais pas. En tout cas, on considère que cette littérature est une... très vite, on la prend pour une très grande écrivaine en France, là où elle n'est pas encore cela aux États-Unis. Et du coup, ce sont les États-Unis qui vont se réintéresser à cette œuvre du fait de l'intérêt français. Donc, c'est très marrant. Mais après, voilà, ça, c'est les aléas. Hein. Mais alors qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est tombée un peu dans l'oubli. Oui, Michel. On peut demander si c'est un auto-portrait. Ah. C'est elle qui a dessiné ça. Le micro, Michel. Le micro. Alors, qui a réalisé cette image, ce portrait de c'est pas elle. Non, d'accord. Ça pourrait, mais ça pourrait, oui. Oui, donc en France, elle a été effectivement très, très, très bien reçue. Alors, donc on a cité les conférences, la correspondance. Elle a fait un voyage quand même. Je parlais tout à l'heure de sa solitude. Donc, elle vivait quand même avec sa mère. Il y avait les pans, donc les gallinacés, les pans. On n'en aura pas trop parlé là. Deux mots peut-être sur les pans. Oui, parce qu'on n'a que plus beaucoup de temps. C'est intéressant parce que justement, ce conflit larvé, il va s'exercer au niveau des pans, parce que les pans prennent une place au départ. Elle a un petit couple de pans, puis finalement, ils font des petits, et elle se retrouve à la tête d'une colonie mais hallucinante de pans, et les pans mangent les fleurs les roses, les rosiers de Regina. Et Regina ne supporte plus ces colonies de pans. Et Flannery... On la comprend. Oui, on la comprend très bien, mais Flannery, quelque part, elle est très heureuse qu'il pullule, parce que c'est une façon de régler ses comptes avec sa mère. C'est pas pour la beauté des pans. Si, aussi, bien sûr. Les pans, c'est beau. Puis elle s'en sert d'ailleurs dans ses nouvelles. Elle a écrit une très très belle conférence très drôle sur justement les pans, et sur exactement ce que je dis là. Mais le pan, c'est aussi, il y a un côté divin dans le pan. Hein. C'est une bête avec tous les... Quand il fait la roue, on voit les yeux. On appelle ça des yeux. Et on peut imaginer aussi que c'est une allégorie de ce qu'elle veut nous faire voir, avec les 1000 yeux. Ça, c'est vous là, non, qui extrapolez. Oui, c'est moi qui extrapole, mais le pan, c'est quand même dans la littérature spirituelle, c'est pas n'importe quel oiseau. Hein. Oui. Ah oui. Voilà.
Alors, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission. Dernière question. Qu'est-ce que Flannery peut nous dire aujourd'hui, et notamment aux écrivains d'aujourd'hui et peut-être aux écrivains croyants? Alors, je pense qu'elle peut parler à tous les écrivains, de vraiment rester justement dans cette veine d'authenticité, quelle qu'elle soit, croyante ou pas, mais que justement ne pas se laisser dévier par l'époque, par la facilité, parce que c'est quand même souvent le cas, par le formatage commercial, ça va de pair, par tout ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, etc., et qui ne sont pas la vraie littérature. Voilà, c'est certainement âpre, c'est la porte étroite, comme dirait Gide, très étroite. Alors encore plus si la littérature est spirituelle et j'en sais quelque chose, ça peut être très stigmatisant, mais ne pas se laisser voilà, happé, ni d'ailleurs par un public qui attendrait peut-être aussi autre chose, mais lui donner vraiment une sincérité. Je crois que ça vous résume bien aussi, ça résume Flannery, vraiment toutes les deux, grand point commun. Votre ouvrage préféré en 2 mots de Flannery? Oh, moi, c'est les nouvelles, donc je dirais le plus connu, c'est Les braves gens ne courent pas les rues. Vraiment, pour entrer dans l'œuvre, c'est oui. sans doute le plus Et simple. c'est ce que vous m'avez conseillé, Oui. effectivement. Alors, vraiment, grand merci, chère Cécilia Duterre, pour ce très, très beau livre, très beau et très, très inspirant, où on apprend énormément de choses aussi sur l'époque, et puis surtout sur ce personnage de femme, à la fois attachante, singulière aussi, libre, parce que la liberté Oui, était très importante, libre. singulière, qui marque beaucoup. Quand on referme votre ouvrage, on a envie de la lire, très C'est franchement. gentil, merci. Elle nous marque, et puis on a envie de mieux la découvrir aussi. Donc, grand merci. Merci à vous. Chers auditeurs, un très grand merci pour votre fidélité également. Merci Michel, merci Benoît à la technique. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous donc dans 4 semaines, et j'espère que vous prendrez le temps de vous procurer et le livre donc de notre amie donc Cécilia Duterre, et également Les braves gens. Donc là, j'ai le recueil en poche, vous voyez, donc c'est pas très onéreux, et le livre non plus ne l'est pas. Flannery O'Connor, donc Les braves gens ne courent pas les rues. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà, et je vous dis à très bientôt.